Alors, messieurs, dames, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue de la part de l'équipe Big Bang et merci d'être là pour cette quatrième édition du festival Big Bang, Festival de l'air et de l'espace. Ce soir, vous êtes là pour un magnifique titre qui est La Lune, point de départ des vols habités vers Mars. Et pour cela, l'animateur de notre soirée, qui va vous introduire nos experts, c'est Monsieur Heidmann, Monsieur Richard Heidmann, qui est cofondateur et vice-présidente de l'association Planète Mars, qui est la filiale française de la Mars Society, et ingénieur en propulsion spatiale. Donc, messieurs, dames, merci encore et je vous souhaite une très bonne table ronde auprès de nos experts. Bien, merci d'être venus si nombreux. J'espère qu'on ne va pas vous endormir, mais au contraire vous intéresser. Alors, je vais d'abord vous présenter nos intervenants. Monsieur Pascal Bordet, donc au bout de la table, qui est chercheur astrophysicien, directeur du laboratoire d'astrophysique de l'Université de Bordeaux. Ensuite, nous avons Jean-Marc Salotti, qui est professeur de cognitique à l'Institut Polytechnique de Bordeaux, ingénieur-chercheur, et François Spiro, à ma droite, qui est responsable des stratégies au CNES, Centre national d'études spatiales, c'est-à-dire l'agence spatiale française. Alors, le titre de la conférence et de la table ronde est peut-être un peu rebutant dans la mesure où vous dites que ça va être très technique. On va essayer de ne pas être trop technique, parce qu'il y a déjà des débats très importants, très longs et très difficiles entre nous sur ces aspects techniques, mais essayer d'élargir un peu cette problématique, non seulement en termes techniques, mais également en termes programmatiques. Alors, ça fait quand même 50 ans, comme vous le savez évidemment, en ces lieux, qu'on a posé le pied sur la Lune. Depuis, on a essayé plusieurs fois de relancer l'exploration spatiale habitée avec des hommes. Il y a eu au moins 3 tentatives. Une juste après Apollo, qui s'appelait Post-Apollo, qui a été promu par von Braun, créateur de la fusée Saturn V, qui a été abandonnée tout de suite. Ensuite, 20 ans après Apollo, le 20e anniversaire d'Apollo, le président Bush senior a relancé l'idée de redémarrer l'exploration spatiale avec une première étape lunaire et ensuite d'aller jusqu'à Mars. C'était le programme SEI, Space Exploration Initiative, qui a été coulé aussi quelques années après. Et encore plus récemment, il y a eu le programme Constellation, qui a été lancé par Bush Junior, cette fois-ci, et qui a été arrêté par Obama en 2009. Donc vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un désintérêt à cette perspective, mais par contre, il n'y a jamais eu de prise de décision, et au contraire, énormément de temps, de gâchis, je dirais, intellectuels, pour réfléchir à différentes solutions. Alors, parmi tous ces projets, il y en a un certain nombre qui envisagent effectivement, en faisant l'hypothèse qu'on retourne effectivement sur la Lune d'abord, qui envisagent d'utiliser ce retour sur la Lune pour faciliter les voyages ultérieurs vers la planète Mars. Donc c'est cette idée qu'on va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, avant de plonger dans l'analyse de ces missions, de cette mission martienne, même si on ne fera pas trop de technique, il faudrait peut-être se poser la question pourquoi cette perspective d'exploration spatiale, que ce soit vers la Lune ou encore plus vers Mars ou même au-delà, pourquoi on s'y intéresse tellement? C'est que ce n'est pas seulement pour la science, parce qu'on peut faire de la science avec des robots,
Pourquoi on s'y intéresse? Je pense que c'est à vous que je vais m'adresser, monsieur l'astrophysicien, pour amorcer cette question, puisque vous êtes un scientifique pur, vous regardez ça certainement avec intérêt. Et quel est votre avis sur pourquoi l'humanité est portée à vouloir toujours accroître ses connaissances, aller au-delà de ses limites? Alors, je vais commencer avec... bonsoir à tous. Je vais commencer par répondre avec des yeux plutôt un petit peu d'enfant, pour vous dire que dans les années 80 et en 86 en particulier, il y avait les premières images des sondes Voyager. J'avais une douzaine d'années à cette époque-là, et ce qui était fascinant, c'était de voir qu'on commençait à avoir des images de ces planètes qui étaient lointaines, je pense à Uranus puis Neptune, qui ont longtemps été des points lumineux dans le ciel et pour lesquels on commençait à voir arriver des images. Et ça s'est poursuivi dans les années qui ont suivi. On a obtenu une richesse extraordinaire avec les sondes spatiales d'images des corps du système solaire. Et ce qu'on a constaté immédiatement, c'est leur extraordinaire diversité. Il n'y en a pas deux identiques. Ça, c'est tout à fait étonnant. Et alors, il se trouve que cette diversité fabuleuse de corps qu'on a dans le système solaire, eh bien, on l'a également dans les systèmes planétaires dans l'univers. Et ça aussi, c'est tout à fait étonnant. Et donc, en 1995, on découvre pour la première fois une exoplanète, c'est-à-dire une planète autour d'une autre étoile que le Soleil, autour de l'étoile 51 Pégasi B, étoile cousine du Soleil. Et cette planète n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans le système solaire. C'est une planète géante gazeuse comme Jupiter, mais il faut imaginer que si vous la preniez et que vous la mettiez dans le système solaire, elle se trouverait à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Ce serait donc... C'est une planète extrêmement chaude qui a défié les théories de l'époque, défié l'imagination des scientifiques qui ont eu du mal à y croire, parce que nos théories, qui étaient inspirées par notre système solaire, c'est-à-dire ce qu'on connaissait, prévoyaient que des planètes géantes comme Jupiter ne pouvaient se former que loin du Soleil. Voilà. L'exploration s'est poursuivie. Moi, dans les années 2000-2003, je faisais ma thèse de doctorat à l'Observatoire de Paris sur ce sujet-là, et c'était étonnant de voir que d'abord on en découvrait de plus en plus, que de mois en mois on voyait arriver les nouvelles découvertes et qu'elles étaient toutes très différentes. Donc ce qui m'a animé moi dans cette quête-là et ce qui m'anime encore aujourd'hui, bien sûr c'est la curiosité, c'est la curiosité du chercheur qui a envie d'explorer la diversité de ce qui existe, la diversité des mondes possibles. C'est donc de participer à une grande aventure, de profiter d'un souffle épique. Donc c'était ça. Et puis, il y a un questionnement derrière ça, évidemment. Le questionnement, il est métaphysique. Il est sur la place de l'homme dans l'univers, sur l'unicité du système solaire, sur les processus qui ont conduit à la formation de la Terre et puis à l'apparition de la vie, puis de l'homme. Est-ce qu'on trouve ça ailleurs dans l'univers ou pas? Est-ce que c'est un événement extraordinaire et unique ou plutôt commun? Et c'est là qu'on peut mettre en perspective notre système solaire, c'est alors voir ce qu'il y a ailleurs dans l'univers. Et la quête de Mars, c'est aussi une mise en perspective, mise en perspective d'une planète qui a eu un destin différent de celui de la Terre. Donc on cherche à répondre à ces questions. Questionnement sur la vie, sur la place de l'homme dans l'univers, sur les processus qui ont amené à ce que se forme tout ça, pourquoi on est là finalement. Voilà, et puis il y a un aspect, je dois dire, esthétique aussi là-dedans, et merveilleux, qui résonne avec notre imaginaire et la science-fiction, bien sûr. Voilà, tout ce qui m'anime. Bon, je suis très heureux d'entendre ce discours de la part d'un vrai scientifique. On voit que c'est principalement la connaissance qui motive, mais il a dit la connaissance est un mouvement épique. C'est-à-dire qu'il y a un entraînement de l'âme humaine pour découvrir du nouveau et pour repousser ses limites. Alors, supposons effectivement qu'on retourne sur la Lune, c'est probable. La prochaine étape qui se présente pour l'astronautique, c'est évidemment Mars. J'ai envie de poser la question à Jean-Marc Salotti, qui a beaucoup étudié ce problème. Comment expliquer que cette planète, qui certes a exercé dans
les 2 derniers siècles, une attraction mythique sur l'esprit humain, par son étrangeté et sa ressemblance avec la Terre. Comment se fait-il que cette attraction demeure malgré la connaissance très détaillée qu'on a acquise depuis 50 ans grâce aux robots? Eh bien, parce qu'il y a de multiples raisons, en fait. D'abord, les premières raisons, elles ont été données, c'est toujours la curiosité, dans un premier temps, la science, bien sûr, et alors les questions de la vie, mais c'est une question fondamentale, parce qu'on sait que dans les premières étapes du développement de Mars, il y a quelques milliards d'années quand même, hein, mais dans les premières milliards d'années de Mars, il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars, et donc les astrophysiciens et les astrobiologistes se posent la question de savoir s'il y avait peut-être les conditions favorables au développement de la vie, et donc peut-être qu'il y a caché, peut-être, parce que là pour l'instant on n'a encore rien trouvé, mais il y a peut-être sous la surface martienne encore des traces peut-être de vie fossile, peut-être pas de vie qui serait encore à l'heure actuelle en train de se développer, parce qu'il faudrait que l'eau soit encore liquide. Il y a encore de l'eau liquide sur Mars, il n'y en a pas. Et de l'eau, oui, mais sous forme de glace. Donc le développement de la vie paraît difficile, mais peut-être qu'il y a eu dans le passé de l'eau liquide, enfin il y a eu de l'eau liquide, donc peut-être de la vie, et donc les astrobiologistes cherchent des traces de cette vie passée. Alors ça c'est un premier point, mais il y a aussi donc tout un tas de raisons pour aller vers Mars. Là, sans doute une raison, enfin en tout cas une motivation importante, c'est le fait que Mars ressemble relativement, on va dire, beaucoup à la Terre. C'est-à-dire par rapport à la Lune par exemple, ou par rapport à Mercure ou d'autres planètes comme Jupiter, Mars ressemble beaucoup plus à la Terre. D'abord on le voit ici, Mars est beaucoup plus grosse que la Lune, et la Terre d'ailleurs serait encore plus grosse que Mars. Et donc c'est déjà mieux que la Lune en termes de gravité. Hein. Il y a la gravité sur Mars c'est 1/3 de celle de la Terre, donc si on y était, on se sentirait un peu plus proche de ce qu'on vit sur Terre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une atmosphère ténue, certes, mais une petite atmosphère, et en plus du gaz carbonique. Donc ça me fait imaginer plein de choses. Le gaz carbonique, tiens, le gaz carbonique pour les plantes, peut-être dans un futur lointain. Enfin, vous voyez, on commence à se projeter. Et alors, cette projection, on peut aller encore beaucoup plus loin. Il y a des gens comme Elon Musk, d'ailleurs, qui parlent de colonisation. Et alors, je pense que là, du coup, la raison peut-être qui motive Elon Musk et plein d'autres gens, plein d'autres astronautes et passionnés de Mars, c'est moi ce que j'appelle, il y a le rêve quelque part, mais moi j'appelle ça la raison de transcendance. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on arrive à établir des bases permanentes sur Mars, et à se développer sur Mars, c'est-à-dire avoir des villes, avoir une civilisation pratiquement sur Mars, eh bien, ça veut dire qu'en fait, l'humanité serait capable d'être multiplanétaire, au lieu d'être monoplanétaire. Et donc ça, quelque part, c'est la transcendance. C'est-à-dire que tout d'un coup, on change le destin pratiquement de l'humanité, et peut-être de la vie aussi d'ailleurs. Donc c'est ce que j'appelle la transcendance. Et donc ce changement de paradigme, pratiquement, eh bien, ça ouvre l'esprit, et on se dit, mais où est-ce qu'on peut aller encore? Quel est le destin de tout ça? Quel est le futur? Et donc, par la curiosité, par cette envie peut-être de transcendance, en tout cas, d'essayer de passer cette transcendance, parce que c'est compliqué quand même, hein, c'est pas simple, mais peut-être que c'est faisable. Alors après, il y a des livres comme Cap sur Mars de Robert Zubrin qui, tel un ingénieur, si vous voulez, donne quelques pistes pour effectivement arriver à établir des bases permanentes sur Mars, du point de vue de l'ingénieur. Hein. Donc ça ouvre l'esprit, et il y a pas de questions, si vous voulez, intéressantes, et sans doute des raisons fondamentales pour essayer ce challenge, quoi, finalement, de relever ce challenge. D'accord, c'est assez clair, on comprend bien. Donc, ce qui motive ces projets, c'est la connaissance scientifique et également, on ne va pas parler d'éthique, mais presque de philosophie, de trouver une ouverture sur des possibles perspectives pour l'humanité. Mais on sait bien que ces programmes demandent des budgets, donc ils sont politiques, nécessairement.
Il faut que les agences spatiales aient des budgets, il faut donc que les gouvernements leur accordent ces budgets. C'est pas évident de marier à la fois les objectifs que vous avez signalés et ces contraintes politiques. Alors, c'est un petit peu le rôle des instances de décision que sont les agences spatiales, et en particulier donc en France, le rôle du Centre national d'études spatiales. C'est pour ça que je suis content d'avoir la présence de François Spirou. Je vais lui demander s'il peut nous résumer la teneur des réflexions stratégiques et de prospective de l'agence française en ce qui concerne l'exploration spatiale habitée. Parce que je pense que sur l'exploration spatiale robotique, il n'y a pas trop de polémique ou de débat. Par contre, il y en a au niveau de l'exploration spatiale habitée. Quelles sont vos réflexions à moyen terme, à long terme, concernant évidemment la Lune, mais Mars également? Vaste question. Bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, je vais essayer de parler au nom du CNES, de l'Agence spatiale française, mais le propos que je vais partager avec vous va au-delà de simples considérations franco-françaises. La France, pour beaucoup de choses, et en particulier les spatiales, et en particulier les vols habités, s'inscrit dans un cadre européen, voire international. Donc, voilà, je vais essayer de dresser un petit panorama de tout ça. Alors, Richard, vous l'avez dit, il y a la réflexion à moyen long terme, et pour que je puisse expliquer un peu nos idées, nos perspectives à moyen long terme, peut-être passer 2-3 minutes pour expliquer où on en est aujourd'hui et quelles sont les échéances à court terme. Moi, je m'occupe de vols habités depuis pas mal d'années au CNES, et il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si dans la salle vous le savez, il y avait un astronaute français qui s'appelle Léopold Eyarts, mais pas forcément beaucoup de gens l'ont connu, qui d'ailleurs est originaire de pas très loin d'ici, de la région de Biarritz, qui est allé dans la Station spatiale internationale pour installer le module européen qui s'appelait Columbus. Et il s'avère que j'étais déjà aux affaires de vols habités à ce moment-là au CNES, et je me souviens très bien avoir eu une discussion avec mon directeur de l'époque qui m'a dit « François, tu fais profil bas. On n'en parle pas, on ne fait pas de com, on ne fait pas d'expérience scientifique ou technique d'accompagnement de la mission de Léopold dans la station spatiale, etc. » Ok, d'accord, je me suis exécuté, donc on a fait le minimum syndical. Quelques années plus tard, vous le savez bien, il y a eu la mission de Thomas Pesquet, dont j'ai eu l'honneur d'être le responsable au CNES. Et là, changement radical, changement à 180 degrés. C'était pas François, tu rases les murs, c'était François, tu communiques un maximum. Donc vous voyez, en moins de 10 ans, 2008 pour Léo, 2006 pour Thomas, un changement radical de perspective, 2016 pardon, un changement radical pour la perspective, le sentiment français au CNES sur les vols habités. Alors pourquoi cette évolution? Donc c'est ça que je voudrais expliquer, et ensuite ça va me permettre d'élaborer ce qui est en train de se tramer pour le moyen long terme. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça a été dit, il y a eu quand même beaucoup de missions robotiques qui sont allées vers la Lune, vers Mars, depuis pas mal d'années, en particulier des missions à coloration française. Il y en a une qui, vous le savez, c'est sur Mars depuis le mois de novembre, la fabuleuse mission InSight, qui a découvert un premier séisme, il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et il y a une maquette, effectivement. Donc, tout ça pour dire que, d'un point de vue robotique, pour la Lune et pour Mars, on a déjà fait énormément. Il y a encore beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à faire, mais voilà, on a déjà fait énormément. Et donc, voilà, l'étape d'après, évidemment, c'est le vol habité. Ça, c'est une première réflexion. Deuxième réflexion, au niveau vol habité, comme vous le savez, on a 10 astronautes français, le dernier Thomas, qui a volé en 2016, qui va revoler dans 2 ans probablement. Et il va où, Thomas? Et les autres, et Jean-François Clairvoy, et Claudie, etc., il va vers la station spatiale, 400 km au-dessus de nos têtes. C'est la banlieue.
Ça n'a rien à voir avec les deux destinations que vous avez derrière vous. Et comme c'est la banlieue, et comme on arrive petit à petit vers la fin de vie de l'ISS, eh bien, tout à fait logiquement, on commence à réfléchir, what next? Qu'est-ce qui vient après? Et après, bah, c'est la Lune et Mars, voilà, tout simplement. Et j'ajoute un élément. Et donc, enfin non, l'élément, je vais le dire tout à l'heure. Parce qu'il y a une troisième chose que je vais vous dire avant de parler du futur. Pourquoi est-ce que, pour Thomas Pesquet, on a pu faire énormément de com'? C'est d'abord et avant tout Thomas lui-même qui a fait de la communication. Et ensuite, nous tous, on l'a accompagné. Parce que justement, on se rend bien compte qu'en Europe et dans le monde, le grand public, les décideurs politiques et aussi les décideurs économiques, on parlait de Elon Musk, de Jeff Bezos, etc., de plus en plus s'intéressent à l'espace en général et aux vols habités en particulier. Et donc la France, elle ne peut pas faire bande à part. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, et encore quelques autres, on s'est dit, on change de cap, et d'où la mission de Thomas. Voilà. Longue introduction, désolé, mais c'était pour bien introduire ce que je vais dire maintenant, qui est, pour répondre, Richard, à la question... Tu as raison de faire ça, parce que ça explique bien le changement d'attitude. Voilà, qui est quand même assez radical. Moi, je travaille dans le spatial depuis une trentaine d'années, et là, on voit rarement des changements aussi brutaux. Voilà. Alors, maintenant, on est en 2019. Quelle est la situation à court, moyen terme et à long terme? À court, moyen terme, dans les 5 années qui viennent, pour le dire de manière plus précise, on assiste à une diversification absolument phénoménale des missions habitées. Jusqu'à présent, et depuis une vingtaine d'années maintenant, il n'y avait que l'orbite basse terrestre, avec l'ISS, point barre. Vous le savez. Maintenant, on voit fleurir la station spatiale chinoise, on voit fleurir toute une série de stations spatiales privées ou semi-privées, essentiellement américaines, et, bien sûr, on voit le fameux projet de Gateway, la Lunar Gateway, la station orbitale lunaire avec 4 astronautes à bord, qu'emmènera la capsule Orion dans quelques années. Capsule Orion, soit dit en passant, construite, ça on ne le sait pas toujours, conjointement par les Américains et les Européens, avec particulièrement des travaux en France. Donc il y a ce projet de station spatiale Gateway dans laquelle l'Europe et la France sont impliquées. Donc ça c'est du court terme, ça va se faire dans les prochaines années. Et puis voilà, on commence à réfléchir à un peu plus long terme. Il existe un groupe international de coordination des affaires d'exploration qui est un peu une émanation de la coordination de l'ISS qu'on étend à la Lune et à Mars. Et on y réfléchit depuis une dizaine d'années. Et pour faire simple, il y a 2 approches possibles pour aller vers la planète Mars. Il y a l'approche privilégiée par certaines associations, certaines personnalités, qui est de dire Mars direct. On construit tout ce qu'il faut et on développe toutes les technos, on fait le développement scientifique qui va bien et on fonce vers Mars. Et il y a plein de bonnes raisons et Jean-Marc en mentionnait plusieurs tout à l'heure. Et puis il y a l'autre approche qui est l'approche incrémentale, step by step, petit à petit. D'abord on fait l'ISS, et là, comme je l'ai dit avant, on est vers le début de la fin de l'ISS. Il reste quelques années, et ensuite ça devrait tirer sa révérence. Et puis ensuite, un peu plus tard, on va faire joujou sur la Lune, et peut-être que je pourrais expliquer en quoi ça prépare Mars. Et, in fine, bien sûr, l'exploration de Mars. Voilà, alors ça c'est pour le court moyen terme, on va dire les 5 prochaines années. Ensuite, il y a l'étape d'après, le moyen long terme. Alors le moyen long terme, là aussi on a constaté en France, au CNES, que la NASA, les Chinois, les Russes et plein d'autres ont commencé à réfléchir au long terme, que ce soit en termes scientifiques, ça a été mentionné tout à l'heure, mais aussi en termes économiques, en termes culturels, en termes industriels. Et petit à petit, l'idée est arrivée que l'écosystème humain
que nous connaissons depuis l'aube de l'humanité et qui jusqu'à aujourd'hui, quand on disait écosystème humain, c'était équivalent de dire écosystème terrestre. Et bien graduellement, cet écosystème humain va s'étendre un tout petit peu à l'orbite basse avec l'ISS et de futures stations privées. On fera de l'industrialisation en microgravité, mais surtout vers la Lune et Mars. Et un symbole de cette évolution de la pensée en France, en s'inspirant en particulier de ce qui se fait ailleurs, c'est qu'on a créé il y a 2 ans ce qu'on appelle un observatoire de prospective spatiale qui s'appelle Spaceable. Et dans cet observatoire que j'anime, on met ensemble des gens du spatial, des gens spatial, des ingénieurs, des chercheurs, des gens de l'agroalimentaire, des médecins, des architectes, bref, toute une panoplie de gens d'horizons très variés. On les fait réfléchir, on les fait plancher sur plein de sujets comme les futures bases humaines sur la Lune et Mars, on l'a mentionné tout à l'heure, comme l'industrialisation, je parlais de l'écosystème humain qui va s'étendre vers la Lune, vers Mars. Un beau jour, il y aura des industries à la surface de la Lune, à la surface de Mars. Quel type d'industrie, quel type de flux économique. Un beau jour, il y aura des bases humaines pérennes, on en parlait tout à l'heure, sur la Lune, sur Mars. Comment vont-elles vivre de manière autonome, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue support vie, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire que côté CNES, une longue réponse à une question un peu plus courte, tout ça pour vous dire qu'il y a eu vraiment une évolution en France et au CNES sur cette perspective d'exploration habitée de la Lune et de Mars, où on était quand même très réfractaire, hein, appelons un chat, et on est en train de changer. On peut simplement regretter que c'est peut-être pas assez connu. Voilà, alors effectivement, le tournant a eu lieu il y a 3-4 ans avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mission de Thomas qui a véritablement été un game changer, comme on dit en bon français, qui a changé les règles du jeu. Et comme la mission de Thomas Pesquet a marché, au moins d'un point de vue com, mais aussi je l'ai vécu de l'intérieur d'un point de vue scientifique et technique, eh bien on embraye, quoi. Et on embraye sur la Lune et sur Mars. D'accord. Alors, je me retourne à nouveau vers un représentant des sciences. À supposer qu'on relance un grand programme d'exploration habitée du système solaire, est-ce que ce mouvement est légitime? Est-ce qu'il est rationnel? Au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas se limiter aux objectifs scientifiques et donc se dire, avec les robots, on en fera de mieux en mieux, peut-être très lentement, mais on n'a pas vraiment besoin des hommes? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que les finalités scientifiques ne sont qu'un des aspects? Moi, ce que j'ai envie de vous répondre là-dessus, c'est d'abord de dire oui, vous avez raison, on fait énormément de choses avec l'exploration robotique. Je vais prendre un exemple. Vous avez sans doute vu des images de ce robot de la NASA qui s'appelle Curiosity, qui roule sur Mars depuis 4 ans maintenant, je crois, donc quelques années. 7 ans. 7 ans maintenant déjà? 2012. Bon, d'accord. Il embarque un instrument, il faut que je révise mes tablettes. Il embarque un instrument dans sa tête, qui est un instrument qui tire des coups de laser sur la roche de surface pour la vaporiser et qui en fait l'analyse à distance par une technique qu'on appelle la spectroscopie. Donc c'est un instrument très sophistiqué qui a été en partie conçu par mon laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, avec l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, et puis le CNES, bien sûr, en partenariat avec la NASA. Donc on a un instrument qui fonctionne, pour prendre celui-là, parce qu'il est frappant, extrêmement bien, et qui permet d'apprendre énormément de choses sur la minéralogie de surface de Mars. Et avec ça, on est capable de remonter dans l'histoire passée de Mars, notamment pour tenter de répondre à des questions du genre est-ce que Mars était une planète habitable dans le passé, et puis contribuer à chercher les meilleures zones pour trouver potentiellement dans le sous-sol des fossiles s'il y en a. On travaille aujourd'hui à un instrument de seconde génération sur la base de cet instrument-là. Donc ça progresse vite.
Les Américains savent poser des rovers de taille comparable à une automobile. C'est impressionnant tout ce que ça embarque comme instrument scientifique. Donc oui, on fait beaucoup de choses. Il y a des inconvénients malgré tout. Le temps de développement de ces missions-là est long. Il faut bien 10, 15 ans pour développer tout ça. Et on doit penser très en avance à tout ce qu'on va faire. Et donc, il y a quand même des limites à cette forme d'exploration. Il y a un certain, je dirais, manque de souplesse, manque de flexibilité. Il y a une vue qui est restreinte, finalement, à ce qu'on a un petit peu dit qu'on allait chercher. Et parfois, avoir une vue restreinte et trop anticipée sur ce qu'on a envie de trouver, ça conduit à faire des erreurs. Et alors là, je pense à un exemple. Il y avait une expérience qui était embarquée sur une des sondes Viking, qui s'est posée sur Mars. Je crois que c'était une expérience qui cherchait à mettre en évidence de la photosynthèse, si je ne me trompe pas, ou la présence de plantes, qui a donné un résultat positif, c'est-à-dire qui semblait démontrer qu'effectivement, il y avait une certaine forme de vie végétale sur Mars. C'était une erreur. C'était parce on ignorait la nature du sol martien, le fait que c'était un sol qui avait des propriétés très oxydantes, qui a conduit à des dégagements d'oxygène qui n'avaient rien à voir avec le vivant, mais qui était un processus de chimie minérale. Voilà, donc on est aussi prisonnier de ce genre de choses. Et donc, d'un point de vue scientifique, pour moi, envoyer des hommes sur Mars, c'est se doter d'une capacité bien supérieure en matière d'exploration, d'avoir des gens qui peuvent se laisser guider par leur intuition, qui vont embrasser plus largement les paysages, les contextes, et peut-être aller creuser là où il faut, là où on n'aurait pas pensé à les creuser. Creuser dans le sous-sol et peut-être exhiber des fossiles, oui, ça c'est quelque chose qui est probablement beaucoup plus difficile à faire de manière robotique, et peut-être quelque chose qui justifierait, une chose qui justifierait à elle seule d'envoyer des hommes sur Mars. Pour moi, ça va au-delà de ça, hein, d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire, je dirais que aller sur Mars, envoyer des hommes sur Mars, c'est à nouveau se lancer dans une grande aventure, dans laquelle le rêve, l'imaginaire a une place très forte, et ça questionne, effectivement, on l'a mentionné, ça questionne la capacité de l'homme à explorer, à quitter le berceau de l'humanité. Et donc ça questionne eh bien, le lien qu'on entretient avec notre écosystème, c'est-à-dire pouvons-nous vivre en dehors de notre écosystème? L'espace est quand même, et même la Lune ou Mars, sont des environnements extrêmement hostiles pour l'homme. On est loin d'avoir résolu tous les problèmes qui se posent à nous pour pouvoir y aller. Je ne parle pas que de vaisseau spatial, mais je parle de l'impact que ça a sur l'organisme humain. Est-ce que pour faire ça, il va falloir pousser notre technologie et se doter de machines plus performantes, ou est-ce qu'il va falloir se changer soi-même, travailler sur notre code génétique, faire évoluer l'homme? Ça, c'est un questionnement qui est vertigineux. C'est vertigineux. Et ces questions-là, donc quand on envoie l'homme dans l'espace, finalement, on questionne ça. Et ça, pour moi, c'est d'un point de vue scientifique et métaphysique, c'est extraordinaire aussi. Voilà. Très bien. Merci de ce tour d'horizon très complet de votre vision. Oui, tu veux intervenir? Si je peux. Oui, vas-y. Si, Je bref. veux pas, Soyez bref. je ne veux pas casser la dynamique, mais je voudrais juste rebondir sur le dernier propos qui vient d'être tenu, le fait de faire évoluer l'homme. Effectivement, c'est une vraie question, c'est-à-dire quand un jour il y aura des bases humaines sur la Lune, sur Mars, des bases pérennes, hein, pas simplement on y va, on reste quelques jours, on fait joujou et on rentre comme Apollo, on y va, on y reste. Effectivement, du fait de la gravité différente, du fait de l'environnement radiatif, etc., pour plein de raisons, il y aura un nouvel homme, un nouvel être humain, peut-être une nouvelle branche de l'humanité, et c'est une des choses qu'on regarde aussi. Alors, je me permets aussi de faire une petite remarque qui n'était pas prévue, mais c'est pour illustrer votre propos sur l'évolution de l'homme. On s'inquiète beaucoup pour les séjours prolongés dans l'espace, en particulier le voyage vers Mars, des problèmes des radiations ionisantes. Et il s'avère que chacune de nos cellules
possède un arsenal de 700 protéines dont le rôle est de réparer les dégâts à l'ADN selon des processus différents. On en connaît 250. On ne comprend vraiment pas tout ce qu'elles sont capables de faire. Évidemment, les recherches vont s'orienter pour doper ce système extrêmement complexe. On va chercher à voir sur quel bouton il faut appuyer pour que ça fonctionne encore mieux. Et ça pourrait conduire à des progrès considérables, par exemple dans le traitement des cancers. Voilà, c'était juste une petite parenthèse qui allait un peu dans le même sens, pour dire que d'envoyer des hommes, c'est quand même intéressant. Bon, ceci étant, on est dans une situation aujourd'hui qui a été évoquée par François Spiro, mais dont il faut reconnaître qu'elle n'est pas très très claire. Hein. Pour l'instant, il y a des idées. Les agences spatiales se sont mises d'accord sur l'idée de commencer par une étape lunaire avec un but ultime qui est Mars. Mais il n'y a pas de programme pluriannuel avec des budgets pluriannuels. Et deux, on a en face de nous, je dirais, des Américains qui changent leur fusil d'épaule au moins tous les 4 ans à l'occasion des élections, même avant. Par exemple, Trump, au début qu'il était là, dit il faut aller sur Mars. La Lune a déjà fait, il faut aller sur Mars. Puis après, il a dit non, finalement, il faut aller sur la Lune. La NASA lui a dit oui, mais pas avant 2028, il faut au moins 10 ans pour le faire. Bon. Et puis d'un coup, le voilà qui dit non, c'est pas 2028 qu'il faut, c'est 2024. Parce que c'est à la fin de son deuxième mandat. Donc il veut marquer, c'est évident, ça se vu comme le nez au milieu de la figure. Alors on imagine bien que les partenaires potentiels des Américains, dont les Français et le CNES, doivent avoir des soucis pour bâtir leur propre stratégie face à quelqu'un qui change tout le temps comme ça. C'est pour vous souligner le fait que faire un grand programme comme ça, c'est pas que des difficultés techniques, il y a aussi des difficultés d'organisation et de politique. Et alors, en plus de ça, on est vraiment dans une phase de mutation très, très marquée. L'apparition de l'initiative privée va encore compliquer la chose. Parce que vous avez Elon Musk, vous avez maintenant aussi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est quand même, on peut ne pas l'aimer, hein, mais en partant de son garage, il a créé la plus grande richesse, la première richesse du monde. Bon, et chaque année, il met 1 milliard de ces fonds propres dans le développement d'une fusée, pour des raisons essentiellement de business. Ils pensent qu'il y a un business, ils veulent le faire, mais également pour des raisons éthiques, parce qu'ils pensent que l'humanité peut développer des activités sur la Lune, sur Mars, etc. Donc, ces gens-là ne comprenaient pas forcément très au sérieux au départ. Maintenant qu'ils commencent à réussir, en particulier Musk dans le domaine commercial, on dit mais finalement, ce qu'ils proposent là, ils vont peut-être le faire. Et nous, comment on va se raccrocher à ça? Alors voilà, tout ça pour vous décrire un peu le paysage dans lequel on se trouve. Alors, Jean-Marc Salotti, vous vous êtes spécialement intéressé au problème de l'architecture de mission, hein, parce que j'ai dit qu'il y avait eu une foule de projets, peut-être une cinquantaine de projets différents depuis le début de l'ère spatiale, toutes sortes d'idées, plus ou moins farfelues, mais la plupart sérieuses quand même, plus ou moins complexes. Quelle idée vous faites sur les options techniques les plus prometteuses, en commençant peut-être par nous dire ce qui caractérise la mission vers Mars par rapport à la mission vers la Lune, par exemple. Bien, donc une mission martienne, on va essayer de résumer ça simplement. D'abord, c'est long, à la différence de la mission lunaire. C'est long, c'est-à-dire qu'en fait, pour la mission lunaire, c'est 1 semaine, on va dire, alors que, aller-retour, hein,
alors que pour Mars, il faut compter 6 à 8 mois pour l'aller, il faut compter 1 an et demi sur place à attendre la bonne configuration planétaire du retour, et encore 6 à 8 mois donc de voyage pour le retour, donc 2 ans et demi grosso modo, pour faire un aller-retour vers Mars. Donc vous voyez, entre 2 ans et demi et une semaine, évidemment, ça n'a rien à voir. Et il faut bien d'ailleurs comprendre ce que ça implique comme différence. Typiquement, déjà, on est obligé de prendre à boire, à manger, enfin en tout cas, tout le système support vie aussi pour respirer, enfin tout le nécessaire pour la période en question. Et alors, c'est très compliqué, hein, parce que plus c'est long, et plus les ingénieurs disent, mais oui, mais il faut donc que ça soit redondant, encore plus redondant, parce que si jamais on perd, je sais pas moi, le système qui produit l'oxygène, ah ben on est foutu. Donc il n'y a pas, c'est pas quelques bouteilles d'oxygène qui vont suffire, si vous voulez, en remplacement. Donc il faut beaucoup plus de redondance. Bref, au final, donc, les systèmes support vie qu'on voudrait utiliser pour une mission martienne habitée aller-retour ne seraient pas les mêmes que pour une mission vers la Lune d'une semaine. D'ailleurs, un point aussi qui est extrêmement important, pour vous montrer un petit peu l'impact, c'est que si ça durait une semaine, peut-être, enfin une mission martienne, on ne peut pas, mais c'est pour vous dire que si ça durait une semaine, peut-être qu'on pourrait faire avec un seul grand vaisseau, enfin, on pourrait prendre le support vie pour une semaine, ça irait. Mais comme ça dure 2 ans et demi, eh bien on est obligé finalement d'avoir bien plus de vaisseaux. Alors d'abord, parce qu'en fait, il faut un vaisseau déjà pour y aller, ça c'est sûr, mais il faut aussi descendre à la surface, et puis il faut remonter, et puis il faut aussi revenir directement vers la Terre. Et donc, au total, on pourrait estimer qu'il faut grosso modo de l'ordre de, moi c'est un peu mes calculs que j'ai fait dans certains articles, 4 grands vaisseaux, par exemple, typiquement, 4 grands vaisseaux de la taille de celui de Saturne V, hein, le grand vaisseau qui a permis d'aller sur la Lune, eh bien, il faudrait 4 fois ça pour une mission martienne habitée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça on ne comprend peut-être pas bien, mais c'est que si on voulait rester 2 ans et demi sur la Lune, donc par exemple 3 jours pour y aller, et puis 2 ans et demi sur la Lune, et puis 3 jours pour revenir, eh bien il faudrait pratiquement la même masse. Parce qu'en fait c'est pareil, hein, il faut donc beaucoup d'eau pour 2 ans et demi, il faut un habitat pour 2 ans et demi, etc. Peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a un petit peu moins d'énergie en termes de besoins, bon, mais en tout cas l'ordre de grandeur est le même. Il faudrait 3 ou 4 vaisseaux pour faire l'aller-retour vers la Lune. Ça, c'est pour vous donner un ordre de comparaison. Ensuite, il y a d'autres challenges, hein, évidemment, pour les missions martiennes habitées qui sont spécifiques. D'abord, évidemment, l'isolement des astronautes, hein, le confinement. Donc tout ça, évidemment, ça doit être étudié. D'ailleurs, on estime qu'il faudra faire des tests sur des longues périodes dans l'espace en totale autonomie avant de faire les missions martiennes habitées, parce qu'à l'heure actuelle, on a une expérience de l'ISS, des séjours de 6 mois, maintenant 1 an, mais pas plus. Ce n'est pas suffisant. Et en plus, il y a des ravitaillements assez fréquents pour l'ISS. Là, on envisage une mission de 2 ans et demi en totale autonomie. Il n'y a aucune possibilité de faire un ravitaillement intermédiaire. En plus, il faut changer les systèmes support vie. On n'est pas prêt, on n'est même pas prêt. C'est mal compris d'ailleurs, mais certains imaginent qu'on est presque prêt, on sait vivre dans l'espace, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas tout à fait juste. Parce qu'en fait, si on fait une mission de 2 ans et demi, il faudra tout optimiser pour 2 ans et demi. Par exemple, un truc presque anecdotique, on pourrait se dire, la pression atmosphérique à l'intérieur du vaisseau, en fait, on va dire. Actuellement, l'ISS, c'est 1 bar. Eh bien, c'est pas optimal, 1 bar. Parce qu'en fait, donc, ça simplifie l'arrivée des vaisseaux qui viennent de la Terre, mais il y a de l'oxygène, enfin, il y a une atmosphère a priori trop importante, il vaudrait mieux faire moins. Donc vous voyez qu'on n'est même pas prêt en termes de pression atmosphérique, c'est même peut-être pas l'optimal pour une mission martienne habitée aller-retour. Donc et il y a plein de choses comme ça. On n'est pas prêt, en fin de compte. Donc il faudrait faire véritablement déjà ce fameux vaisseau, l'optimiser pour la mission martienne aller-retour habitée. Et puis il y a encore d'autres points. Il y a bien sûr le point peut-être essentiel, c'est la descente vers Mars. Parce que ça, effectivement, on a déjà fait atterrir bien sûr des robots hein, sur Mars, mais là, on passe si vous voulez, de 1 tonne à faire atterrir à 20, 40 tonnes, peut-être même plus, à faire atterrir sur Mars. 40 tonnes par rapport à 1 tonne, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même technologie, si vous voulez, c'est la différence qu'il y aurait entre une trottinette et un camion. Hein, c'est pas les mêmes technos, c'est une très grosse différence. Les challenges sont autres, si vous voulez. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le retour depuis Mars,
la remontée en orbite. Et évidemment, par rapport à la Lune, c'est un peu plus, il y a un peu plus de pesanteur, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, l'avantage de Mars, c'est qu'on espère pouvoir produire du carburant localement. Si je dis, d'ailleurs, je vous le dis tout à l'heure, il y a du gaz carbonique un petit peu donc, dans l'atmosphère martienne. Il y a aussi d'ailleurs de la glace d'eau. Et bien, avec ces éléments, on peut fabriquer du méthane et de l'oxygène pour les fusées. Et donc, c'est une idée pour repartir depuis Mars. Vous voyez que ça change, c'est une chose d'ailleurs qui est spécifique aussi à Mars, qu'il faudrait tester aussi avant de pouvoir envoyer des humains. Jean-Marc, je crois qu'on va essayer d'avancer un petit peu. Non, mais j'ai dit l'essentiel. Les deux choses essentielles que tu as dites, c'est premièrement la difficulté liée à la durée et à l'isolement, et deuxièmement le défi de sûreté de fonctionnement. Quoi. Hein, exactement. Bon. Alors, je me retourne à nouveau vers le CNES. Face à ces défis particuliers que pose la mission vers Mars, quelle est l'opinion du CNES, ou les intentions du CNES, en matière de ce que pourrait apporter, ce que devrait apporter un programme lunaire rationnel pour préparer au mieux un futur programme martien plus difficile? Alors, deux, trois remarques préliminaires. D'abord, la question ne se pose évidemment pas qu'au CNES, elle se pose à l'ensemble des agences spatiales. Et comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, le CNES fait partie d'un groupe d'une quinzaine d'agences spatiales qui se coordonnent sur l'exploration avec la NASA, les Chinois, les Russes, etc. Et donc, c'est typiquement le genre de sujet dont on parle très régulièrement. Donc ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que l'exploration habitée de Mars, la mission habitée à Mars, c'est un peu le Graal des agences spatiales. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y a fort longtemps, on disait déjà à l'époque « l'homme sur Mars dans 20 ans ». Quand j'étais étudiant, l'homme sur Mars dans 20 ans. Quand j'étais milieu de carrière, l'homme sur Mars dans 20 ans. C'est toujours dans 20 ans. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, et je rejoins ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure, il y a des tels défis technologiques, et j'ajoute, et c'est lié financier, qu'on a toujours tendance à dire c'est dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Bon, voilà. Donc ça, c'est une petite remarque préliminaire. Alors maintenant, ceci étant, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai répondu à l'autre question, il y avait deux options possibles pour aller vers Mars. L'option on y va en direct, ou l'option on fait une approche graduelle, la station spatiale, la Lune et, in fine, Mars. Donc c'est cette deuxième option qu'on choisit. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette option? Justement, c'est la réponse à la question qui est posée, parce qu'on estime que sur la Lune, il y a toute une série d'activités, toute une série de concepts qui vont nous aider à préparer un jour l'homme sur Mars. Alors, je vais en citer 4. Il y a certainement davantage de choses. Première piste, c'est tout ce qui est opérationnel. Ça a été mentionné tout à l'heure. La Lune comme Mars sont des corps à gravité faible, inférieure à celle de la Terre. La gravité de Mars est un peu plus forte que la gravité de la Lune, mais c'est quand même voisin, et c'est beaucoup plus faible que la gravité terrestre. En conséquence, lorsque on va sur la Lune, qu'on fait joujou sur la Lune, qu'on fait les rovers, non pas les rovers comme Curiosity robotique, mais les rovers habités, comme ça a été le cas déjà pour Apollo, les rovers plus sophistiqués, et bien ça nous prépare un petit peu à des rovers un jour sur la planète Mars. Quand on fait redécoller un lanceur depuis le sol lunaire, ben ça préfigure le redécollage d'un lanceur depuis la surface de Mars, etc., etc. Donc il y a, je dirais, un premier type de préparation à Mars par la Lune qui est tout ce qui est opérationnel. Et je viens d'en citer 2-3 exemples. Un deuxième aspect, ça a été mentionné il y a quelques minutes, c'est les aspects humains. Les aspects humains au sens physiologique et au sens psychologique. Le corps humain, quand il est en absence de gravité ou en gravité partielle, comme c'est le cas sur la Lune et Mars, eh bien, il se dérègle, on l'a dit tout à l'heure. Ça devient un nouvel humain, comme il y a eu autrefois l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, etc. Je ne sais pas comment ça va s'appeler à l'avenir, mais voilà, l'être humain change. On l'a vu dans les 6 mois et demi de Thomas.
quand il était il y a 2 ans dans l'ISS. Au bout des 6 mois et demi, quand il est retourné sur Terre, il avait pris 3 cm en taille, qu'il a perdu ensuite parce qu'il s'est réacclimaté à la gravité terrestre. Mais c'est juste un petit exemple, et il y en a plein comme ça, où on voit que quand on va ailleurs, en l'occurrence la Lune, eh bien, le corps change, et donc on veut étudier ces changements pour préparer l'homme sur Mars. Et idem aussi sur des aspects psychologiques. Jean-Marc le mentionnait tout à l'heure, quand on confine l'être humain pendant des semaines, des mois, des années, eh bien, il se passe des choses aussi qu'on peut étudier sur la Lune. C'est plus proche, c'est plus facile d'y aller, etc., que sur Mars. Donc ça, c'était le deuxième aspect de pourquoi la Lune pour préparer Mars. Troisième aspect, eh bien, c'est la science. La science et la technologie au sens large. Ça a été mentionné tout à l'heure. La science a été et continue à être et sera un driver majeur de l'exploration, que ce soit de la Lune et Mars. Alors, je ne suis pas un spécialiste scientifique de planétologie comparée entre la Lune et Mars. Ce que je sais, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes corps, ce n'est pas la même origine. Il n'y a certainement pas de vie sur la Lune, il n'y a probablement pas de vie aujourd'hui sur Mars, mais on n'en est pas encore sûr. Par contre, probablement, il y en a eu dans le passé, ou au moins des briques de la vie. Donc, on ne parle pas des mêmes corps. Il n'empêche qu'un certain nombre d'expériences scientifiques que, in fine, on a envie de faire sur Mars, pourraient être faites sur la Lune, et également, ça s'applique au domaine technologique. Donc ça, c'est la troisième piste. Et pour terminer, la quatrième piste, j'y ai fait allusion tout à l'heure dans les travaux que nous menons, notamment dans le cadre de Spaceable, c'est la piste économique et industrielle. C'est-à-dire que l'écosphère humain, ce que je disais tout à l'heure, va graduellement aller vers la Lune. On va petit à petit construire des industries sur la Lune. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une gravité plus faible, parce que c'est la porte vers plus lointain, des minerais, etc. Il y a plein de raisons. Il y a aussi le tourisme, ne l'oublions pas, qui est aussi une industrie du futur. Et donc, ce développement économique à moyen-long terme sur la Lune et autour de la Lune va préfigurer ultérieurement un développement économique à la surface de Mars. Mars, dont je rappelle, une des raisons parmi d'autres, c'est une planète relativement proche de la ceinture des astéroïdes, dans laquelle, semble-t-il, il y a quand même beaucoup de minéraux qui pourraient nous intéresser. Donc voilà, toute une série de raisons qui font que l'exploration humaine de la Lune, mais pas, et je terminerai par là, pas comme on l'a fait il y a 50 ans lors des missions Apollo, ce qu'on appelle dans notre jargon flag and footprint. On y va, on plante le drapeau américain, on ramasse 3 cailloux, on fait 3 jolies photos et on rentre. Cette fois, on y va, on y reste. Et ça peut bien préfigurer de l'exploration habitée de Mars. Oui, mais justement, quand on écoute, quand on observe le comportement du président Trump récemment, qui avance de 4 ans le programme pour des raisons purement d'égo politique, est-ce qu'il n'est pas en train de s'aborder ce que tu dis? Parce que pour développer en 4 ans ce qui en demanderait 8, il va simplifier. Donc, est-ce qu'on ne va pas retomber sur un foot and flag? Exactement. Alors, il y a 2 réponses à cette question. La première réponse, elle est relativement facile. C'est John Kennedy. Vous le savez tous. John Kennedy, au début de la décennie des années 60, a dit avant la fin de la décennie, il y aura un Américain sur le sol de la Lune. Beaucoup de gens, j'étais pas né à l'époque, mais beaucoup de gens ont rigolé en disant c'est du grand n'importe quoi. Et finalement, vous le savez tous, hein, il y a eu effectivement un homme sur la Lune, même plusieurs hommes sur la Lune avant la fin des décennies. Mais pourquoi ça a marché? Pourquoi cette volonté politique, cet affichage politique, in fine, a réussi quelques années plus tard? Tout simplement parce que Kennedy et l'administration américaine au sens large a sorti un énorme chèque pour que ça se fasse. Aujourd'hui, Donald Trump et son vice-président Mike Pence font des annonces mirobolantes. L'homme sur la Lune en 2024, l'homme américain, comme il y a 50 ans. Un Américain lancé par une fusée américaine dans un vaisseau américain. Exactement. La déclaration. Donc, il fait ses annonces mirobolantes comme Kennedy avait fait son annonce mirobolante.
Est-ce que Trump va sortir le chéquier? Le C'est pas juge, Trump, c'est voilà, le Congrès. ou le voilà. Trump, il a annoncé il n'y a pas longtemps 1,6 milliard de rallonge. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il faut savoir que le budget américain, le budget NASA, pardon, annuel est de l'ordre de 18 milliards d'euros, 18 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus. 1,6, c'est à la louche 10%. C'est pas avec 10% de plus, même si c'est beaucoup d'argent, que ça va fondamentalement changer la donne. Côté américain Apollo, il y a 50 ans, c'était multiplié par, je ne sais plus combien, 4, 5, 6, 400, 500, 600% d'augmentation. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, et ça a été dit tout à l'heure, notamment par toi, Jean-Marc, il y a des challenges technologiques incroyables. Il ne suffit pas de dire, hop, allez, on va retourner sur la Lune et on y va. C'est très complexe, il y a le problème des radiations sur le corps, mais aussi sur les équipements technologiques. Il y a le problème du redécollage de la Lune avec des astronautes. Alors, ça a été fait avec Apollo, mais c'était assez rudimentaire. Et puis, à l'époque, maintenant on peut le dire, à l'époque on ne le disait pas, on attachait quand même moins d'importance qu'aujourd'hui aux aspects de sécurité, de survie de l'équipage, etc. Qui dit ces aspects-là, dit, comme ça a été dit il y a quelques minutes, des systèmes redondants, donc plus chers, donc plus complexes, etc. Donc, d'un point de vue technologique, c'est pas gagné. D'accord. Donc je crois que ça éclaire bien la pensée de notre agence spatiale. C'est assez encourageant. Il va falloir du courage pour négocier avec les Américains. Du courage et de l'argent. Et de l'argent. Oui, effectivement. Bon, en résumé, c'est une question que je voulais vous poser avant de terminer. Si un tel programme est effectivement lancé, quelles avancées positives vous y verriez principalement sur le plan scientifique, et en particulier dans votre domaine, par exemple? Alors, sur le plan scientifique en général, on peut espérer beaucoup de retombées, même si ce n'est pas 5 à 600% d'augmentation du budget. Finalement, s'il y a une augmentation du budget, ça va générer quand même un enthousiasme, ça va générer un travail, un intérêt scientifique pour plein de questions. Donc je pense qu'on peut espérer qu'il y ait beaucoup de choses qui reviennent d'un point de vue scientifique en général à la société. Pour le programme Apollo, j'avais réfléchi à quelques exemples qui m'en sont revenus en mémoire, je crois que je ne me trompe pas, de choses qui sont revenues à la société qui peuvent être un peu anecdotiques ou pas. Il me semble, dans le domaine des vêtements, suite aux recherches qui ont été faites sur les scaphandres, les bandes velcro, je crois que ça c'est un exemple amusant de retour vers la société. Dans le domaine de l'électricité, moi il me semble avoir appris durant mes études que on a travaillé sur des systèmes d'alimentation électrique sans transformateur, en utilisant des transistors de puissance, et ça fait des systèmes très légers d'adaptateurs secteurs pour les téléphones aujourd'hui, que vous utilisez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont très légers. Un exemple aussi qui n'a rien à voir avec mon domaine, mais qui me touche là récemment, c'est dans le domaine de la psychologie. On a parlé de psychologie, effectivement. Sélectionner les astronautes, c'est très difficile à faire. Comment choisir des gens qui ont la solidité psychologique pour faire face à toutes les difficultés? Il y a eu des programmes de recherche là-dessus. Et par exemple, aujourd'hui, on enseigne des techniques de management, moi, on a appris ça, qui sont fondées sur des recherches qui ont été faites au moment de la sélection des astronautes du programme Apollo. Donc les retombées vers la société sont diverses et réelles. Dans mon domaine à moi, maintenant, en astrophysique, je vais plutôt parler de l'intérêt pour la Lune, en quelques mots, puisqu'on parlait de la Lune à court terme. On pourrait reparler de Mars, mais j'en ai dit quelques mots déjà. Donc, du point de vue de la Lune, ce qu'il faut savoir, c'est que le système Terre-Lune est quand même un système très particulier, du fait que la Lune a une taille très importante par rapport à la Terre. Ça a été mentionné, c'est presque une planète double. C'est donc... la Lune joue un rôle important dans l'histoire de la Terre, probablement dans la stabilisation de son axe de rotation, et ça a sans doute joué aussi un rôle dans la stabilisation du climat, et donc peut-être favoriser l'émergence de la vie. C'est important de connaître tout ça, de savoir comment la Lune s'est formée. Il y a plusieurs hypothèses aujourd'hui sur la formation de la Lune.
notamment un impact géant. Et étudier, retourner vers la Lune, donc ça va à nouveau dynamiser cette recherche qui, à mon avis, est intéressante pour l'astrophysique en général et la société aussi. Et puis la Lune, ça peut être un observatoire de l'univers, et notamment depuis sa face cachée. On rêve de mettre des observatoires pérennes à cet endroit-là, parce qu'ils sont bien protégés. Juste un exemple, dans le domaine radio, par exemple, la Lune fournit un écran très intéressant par rapport à toutes les émissions électromagnétiques polluantes oui, de la à Terre. condition de ne pas mettre une constellation de GPS autour de la Lune. C'est vrai, ça sera à réfléchir. Mais j'avais lu, quand j'étais expert au CNES, justement, un projet qui visait à observer depuis la phase cachée de la Lune les âges sombres de l'univers, donc le moment où il n'y a pas encore des étoiles, mais on assiste aux apparitions des premières étoiles, et ça c'est aussi un questionnement en lien avec la cosmologie qui est tout à fait passionnant. Voilà, je pourrais donner d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. D'accord. Bon, avant de vous passer la parole, j'espère que vous avez pas mal de questions, une petite conclusion. Je crois qu'on a essayé de vous le montrer à une période de transition entre des efforts purement institutionnels et une situation où on est sollicité aussi par des initiatives privées à prendre au sérieux. Qu'est-ce qui va devenir? C'est difficile à dire. Je pense, idéalement, ça devrait se conclure par un partenariat public-privé et une dynamisation de ces programmes. Évidemment, ça reste à vérifier. Et il y a une question qu'il faut se poser, c'est combien de temps ça va prendre à converger, à accorder les violons de tout le monde. Il faut espérer que ce temps caractéristique est plus petit que le temps d'une mandature présidentielle. Sinon, si on n'a pas décidé au bout de 4 ans, tout va être remis à plat, on recommencera une fois de plus. Donc voilà. Sur ce, avez-vous des questions à poser à nos intervenants? Allez-y, monsieur. Oui, je pense que personnellement, je suis convaincu que la Lune est une excellente plateforme de transition vers des voyages plus lointains comme Mars. Et pour répondre à votre question, enfin pour rester dans votre question, je préférerais un bouquin de Jean-Marc Salotti qui avait prévu que pour aller sur Mars, un jour, il y aurait une décision d'un président français et d'un président allemand d'envoyer des équipages communs vers Mars. Alors, moi, faisons le parallèle avec ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, ça ne serait pas Mars, mais plutôt la Lune, qui pourrait être le premier objectif, qu'on pourrait le faire à travers une action de l'ESA, dont le CNES est une forte composante. Et à ce moment-là, l'ESA pourrait peut-être aussi s'associer dans un cadre public-privé, comme vous évoquiez, avec des Américains, pourquoi pas, et reprendre le relais, finalement, d'une NASA qui n'a pas forcément les moyens de la chose. Malheureusement, on ne voit pas apparaître ça dans aucune des plateformes des 33 listes aux élections européennes. Vous avez tous fait remarquer qu'on n'est quand même pas encore prêt à aller vers Mars, en particulier au plan technologique, il y a quand même encore un certain nombre de lacunes. Et depuis le temps qu'on parle du Mars Sample Return, du retour d'échantillons de Mars, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais peut-être commencer, puis ensuite... Alors, je vais commencer par la deuxième question, le MSR, le fameux Mars Sample Return, retour d'échantillons martiens. Je disais tout à l'heure, l'homme sur Mars, c'est le Graal. Le retour d'échantillons martiens, c'est le sous-Graal, ou le deuxième Graal des agences spatiales, depuis le temps qu'on parle de faire un retour d'échantillons martiens. Alors, pourquoi, peut-être avant de répondre à votre question, pourquoi c'est une mission si importante et si emblématique? Pour deux raisons, essentiellement. Premièrement,
c'est une évidence. Quand on va sur Mars, on creuse un peu, on récolte des roches, on les ramène, on les étudie comme on l'a fait autrefois avec Apollo. Eh bien, on a du matériel martien de première main, si je puis dire, étudié. Donc, d'un point de vue strictement scientifique, c'est évidemment incomparable par rapport à des sondes qu'on envoie sur ou autour de Mars. Donc, ça, c'est l'intérêt scientifique qui est évident. Mais j'ajoute un deuxième intérêt, qui est l'intérêt de préparer l'homme sur Mars. Parce que qui dit retour d'échantillons martiens, dit on valide le trajet aller-retour, incluant l'atterrissage sur Mars, le redécollage depuis Mars et le retour vers la Terre. Donc voilà, tout ça pour recadrer ce sous-Graal qui est la mission de retour d'échantillons martiens. Alors, vous dites, et vous avez parfaitement raison, la France et l'Europe, le CNES et l'ESA, devraient être impliqués fortement dans cette affaire. Oui, on l'est depuis longtemps, et en partenariat international avec les Américains et quelques autres, et on est en train justement de préparer des missions robotiques vers la planète Mars, avec l'approche suivante qui est d'envoyer un atterrisseur sur Mars qui va récolter des roches martiennes, qui va les cacher entre guillemets, qui va les mettre de côté dans des récipients appropriés, et des missions ultérieures iront récupérer ces récipients où il y aura à l'intérieur des roches martiennes. Pourquoi on ne le fait pas en franco-français ou en franco-européen, en CNES-ESA, pour le dire simplement? Question de gros sous, comme d'habitude. On le disait tout à l'heure, le budget américain spatial, c'est quelque part entre 15 et 20 milliards. Le budget CNES, incluant la partie française à l'ESA, est de 2,4 milliards annuels. On ne joue pas dans la même cour. Et je ne vois pas un Macron ou n'importe quel autre président ou gouvernement français ou en Europe ailleurs qui, du jour au lendemain, va dire ah ben, c'est super ce que vous faites, je multiplie par 10 votre allocation. Je ne vois pas ça. Si on a un jour peut-être une forte augmentation du budget, oui. Mais on n'envisage pas d'être aidé par le privé, justement, pour aider. En Europe, en tout cas, je ne connais pas d'investisseurs privés pour une mission martienne actuellement. En tout cas, globalement, un petit point complémentaire. Bon, c'est l'Agence spatiale européenne, c'est compliqué parce qu'il faut prendre des décisions à tout le monde. Sur le principe, quand même, d'abord les Français et les Allemands sont les principaux intéressés sans doute par ce type de mission. Tout simplement parce que ce sont les principaux acteurs et développeurs du lanceur Ariane. Donc, c'est eux qui investissent le plus là-dessus. Et d'ailleurs, la France, en tout cas, est bien placée, puisque, enfin, vous savez, ici, on est juste à côté de Safran, et puis enfin, maintenant, c'est Ariane. Ariane Group. Voilà, Ariane Group. Donc, mais fondamentalement, on a cette fusée Ariane qui existe déjà. On ne part pas de zéro, quand même. Et pour tout vous dire, il y a eu une étude du CNES, alors c'était sur un Ariane 5, mais elle peut aussi s'étendre à un Ariane 6, peut-être que j'ai publié un jour quelque chose là-dessus. On peut construire une Ariane 6 super lourde, si je puis dire, à partir des boosters existants d'Ariane 6, qui sont un peu plus petits que ceux d'Ariane 5, et des moteurs actuels donc, de la fusée, en mettant 5 moteurs plutôt que 1 au premier étage. Alors, je suis un peu technique, hein, excusez-moi, mais en tout cas, il existe on va dire, sur le papier, il existe la possibilité, sans aucun doute pratiquement, de concevoir un lanceur lourd européen. Lourd, ça veut dire 100 tonnes en orbite basse, alors qu'actuellement on est plutôt 25 tonnes ou des choses comme ça, donc 4 fois plus performant si vous voulez. Et ce lanceur lourd, alors attention, hein, ça ne serait pas gratuit, hein, bien sûr. Il faut J'allais dire, le problème, il n'est pas technique, il est budgétaire. Voilà, il est budgétaire. Politique. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que comme on a déjà des pros dans le domaine, qui sont capables de faire des lanceurs et surtout qui ont déjà donc, le moteur qui va bien, qui ont déjà aussi le Vulcain 2, hein, donc typiquement, mais aussi donc, les boosters qui vont bien. Bon, je ne dis pas que c'est simple, mais malgré tout, on a une bonne base. On a des gens qui sont capables de le faire. Et quel investissement il faudrait, je ne sais pas, ça durerait en tout cas un certain temps, évidemment, de développement, la qualification, maintenant, c'est très sérieux tout ça. C'est un premier point. Mais c'est le
c'est le premier point fondamental pour pouvoir faire quelque chose, même pour aller sur la Lune éventuellement. Parce qu'actuellement, on envisage d'ailleurs, pourquoi pas des petits robots sur la Lune, mais envoyer au moins 20 tonnes sur la Lune, c'est très compliqué, quoi. Hein. Et surtout si on veut faire une mission longue. Bref, alors je reviens donc sur l'Agence spatiale européenne. Donc en vérité, je pense que s'il y avait une décision politique à prendre, alors pourquoi pas l'ESA, hein? Oui, l'ESA, typiquement, on pourrait la prendre aussi. Mais c'est vrai que, si vous voulez, il y a plein de pays qui n'ont pas envie d'investir là-dedans, parce qu'en fait, ils n'ont personne, ils n'ont rien à y faire, pas grand-chose, des petites choses, du bricolage. Donc, c'est pour ça que les principaux, c'est sans doute, il faut une décision d'un couple, ou peut-être éventuellement avec l'Italie, enfin, en tout cas, des pays qui sont quand même les plus concernés par, typiquement actuellement, le spatial, hein, qui investissent le plus à l'heure actuelle. Et donc, si eux prennent la décision, ils entraîneraient peut-être l'ESA, pourquoi pas. Mais ils seraient capables de le faire, et il faudrait après un budget, effectivement, multiplié par un certain coefficient, on va dire. Enfin, alors, à l'heure actuelle, ça serait peut-être du style de 2 milliards par an, si vous voulez, et un développement sur 20 ans peut-être, pour aboutir in fine à une mission martienne habitée, par exemple, où la Lune est... Enfin, la Lune, ce serait plus facile sur la Lune. Mais c'est pas si cher que ça, en vérité, hein, quand on y réfléchit bien, parce que 2 milliards... Le budget de la France, on ne le connaît pas à 2 milliards près, si vous voulez. Hein. Au bout d'un an, quand on regarde ce qu'on a dépensé par rapport au budget initial, eh bien les incertitudes sont de l'ordre de... Si c'est une bonne année, bah c'est bon, on est à plus de 2 milliards. Si c'est une mauvaise année, on est à moins 10 milliards, typiquement sur le budget français. C'est bien plus forte que ça. Oui, c'est ça. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, les incertitudes sur le budget sont bien supérieures à ce budget nécessaire pour investir dans le spatial. Surtout qu'en plus, c'est pas de l'argent qui part et qui ne revient pas. Parce qu'en fait, si vous payez c'est toujours l'investissement. Quand vous donnez, par exemple, j'ose un petit peu parler de la politique, mais si vous donnez aux gilets jaunes, c'est des gens qui ont besoin d'argent pour faire plein de choses, et nécessairement, ils vont le rendre tout de suite parce qu'ils vont acheter plein de choses. Et donc, ça va revenir sur le temps de taxes automatiquement, et ça revient. Donc, l'investissement dans le spatial, c'est pareil. Ce ne serait pas nécessairement un investissement à une grosse perte, puisqu'il y a une partie qui reviendrait de fait par les impôts et les taxes, la TVA, etc. Donc voilà, c'est pas si simple que ça, en fait, Autre question. de budget. Oui, je voulais demander, vous avez parlé beaucoup de la Lune comme un moyen, une première étape pour expérimenter avant d'aller sur Mars. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite sur la Lune avec un centre de lancement sur d'autres planètes, où c'est complètement ridicule comme question, ou c'est quelque chose qui... comme une base de lancement, compte tenu que de la Lune, on décolle quand même plus facilement. Alors, mais ça suppose d'amener du matériel, quoi. Voilà. Voilà. C'est un des aspects... C'est un des aspects que vous n'avez pas évoqué, c'était pour savoir si c'était... Ce sont des idées qui sont assez bien, effectivement, il y a beaucoup d'idées là-dessus, mais en vérité, c'est pas du tout efficace. Parce que la Lune est comme la Terre, est un puits gravitationnel. Et pour aller vers Mars, si vous voulez, donc aller sortir déjà de l'orbite basse, c'est déjà l'essentiel. Aller jusqu'à la Lune, descendre sur la Lune, donc il faut quand même de l'énergie pour descendre de la Lune, et ensuite remonter, eh bien ça serait supérieur en énergie aux besoins qu'il y aurait en allant directement depuis la Terre vers Mars. D'une part. Et deuxièmement, encore plus compliqué, si on veut partir de la Lune, il faut une infrastructure locale. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait construire toute une base gigantesque avec plein d'ingénieurs et plein pour remplir les fusées, il faut du carburant, il faut plein de choses. C'est extrêmement compliqué. Donc en fait, il faudrait avoir déjà une base quasiment permanente en fait sur la Lune. Et bon, ça serait terriblement coûteux. Par contre, ce qui est quand même regardé de façon un peu plus sérieuse, c'est l'idée qu'un vaisseau qui revient de Mars, par exemple, au lieu de redescendre sur Terre, vient se mettre en orbite à l'endroit précis autour de la Lune et soit ravitaillé en ergol, en oxygène liquide en particulier, mais en hydrogène aussi, à partir de ressources trouvées sur la Lune. Mais il faut construire des usines pour fabriquer ces ressources. Il faut ensuite une navette qui amène ces ergols neufs vers le vaisseau martien pour le ravitailler. Alors, voilà, c'est pas idiot. Dans ce cas-là, le bilan n'est pas idiot. Par contre, c'est quand même assez complexe. Et puis, il faut bien voir que
c'est quelque chose que j'ai appris professionnellement, toute installation spatiale coûte pour la développer et la lancer, mais ensuite elle coûte pour la maintenir. Et c'est pas négligeable. Hein, c'est au moins de l'ordre de 10% du coût de développement. J'avais une question qui m'a percuté, justement dans les propos de Jean-Marc et du CNES. On sait par exemple que l'Agence spatiale européenne travaille dans les projets avec la NASA et on a évoqué le problème des lanceurs. On a un autre projet qui est par l'Agence européenne et tout ça, avec les Russes, donc qui ont un lanceur. Politiquement, est-ce que vous nous éclairez? Si on l'a fait avec le lanceur russe, c'est qu'on ne pouvait pas le faire avec les Américains, parce qu'il y a un problème de lanceur. Est-ce qu'on peut comprendre simplement quel est l'objet de prendre le lanceur russe et pour quelle raison? Alors effectivement, question politique, mais aussi avec une composante technique. La France n'a pas changé depuis l'époque du général de Gaulle. Vous le savez probablement, on a toujours voulu être bien avec les uns et les autres. Et je mentionnais tout à l'heure les 10 astronautes français, le dernier étant Thomas. Alternativement, il y a eu des missions avec les soviétiques à l'époque et des missions avec les Américains. Et bien ça continue, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Thomas Pesquet, justement, comme vous le savez, il est parti en novembre 2016 sur un Soyouz lancé à Baïkonour. Et si tout se passe comme prévu, dans 2 ans, il repart avec un vaisseau américain de Cap Canaveral. Donc, vous voyez, on reste bien dans cette approche gaullienne ou gaulliste, je ne sais pas quel est le bon terme, où on est bien avec tout le monde et on coopère avec tout le monde. Ça, c'est vrai au niveau français et c'est la même chose par extension au niveau européen. Alors, pourquoi on fait ça? Et juste avant, et j'ajoute un 3e larron de la foire, qui est la Chine. Et on commence de manière assez significative à développer la coopération France-Chine ou Europe-Chine, en particulier dans le cadre des vols habités, puisque, on le disait tout à l'heure, il y a la station chinoise qui est en cours de construction. Alors pourquoi on fait ça? D'abord, il y a un aspect éminemment politique. Hein. La France et l'Europe, traditionnellement, veulent être bien avec tout le monde, politiquement, parce qu'il y a des intérêts économiques, parce qu'il y a des intérêts stratégiques, etc. Bon, c'est assez facile à comprendre. Il y a aussi le fait que comme on n'a pas de capacité propre de lancer au choix spationautes, astronautes, cosmonautes, taïkonautes, le terme chinois, eh bien on est bien obligé d'aller toquer à la porte des uns et des autres. Et ça va continuer tant qu'il n'y a pas eu de décision politique de faire de Kourou une base de lancement habitée. Et d'Ariane, un lanceur qualifié. Et d'Ariane, je rappelle, on mentionnait Ariane 5 tout à l'heure, je rappelle qu'au départ, Ariane 5 était censé envoyer des astronautes. Et puis, il y a, déjà à l'époque, années 80, il y a eu, voilà, on s'est rendu compte de l'énormité technique et financière que cela impliquait. Et on a dit, c'est pas que les Américains qui arrêtent les programmes, c'est aussi en France et en Europe, on a arrêté le fameux programme Ariane 5 et Hermès. Je m'en souviens très bien, effectivement. On était parti sur une définition de moteur répondant aux normes de sécurité vol habité. Et un beau jour, on se dit, non, vous verrez ça, c'est plus d'actualité. Et avec ça, on a économisé beaucoup d'argent, mais on a perdu des ambitions. Voilà. Vous avez encore une question là-haut. Mademoiselle, allez-y. Je me demandais, vous avez parlé de la psychologie au niveau des astronautes, mais là, par rapport à l'ISS, c'est seulement un séjour où on voit la Terre. Mais Mars, ça impliquerait qu'il ne voit plus la Terre. Et est-ce que vous pensez qu'un homme peut supporter d'être 2 ans et demi sans même voir d'où il vient? Je crois qu'il y a eu des expériences dans des caves de je sais pas. Mars 500, Oui. Mars 500, oui. Et Oui, en fait, bon, je dirais que c'est pas donné à tout le monde, sans doute, voilà. Mais il y aurait une sélection des astronautes, et donc je ne doute pas quand même qu'il y ait quelques personnes qui soient largement capables de résister à cette pression psychologique, quand même. Donc effectivement, hein, c'est une difficulté, mais voilà, il y aura une sélection des astronautes, un entraînement des astronautes aussi. Donc il faudra bien vérifier et choisir des personnes motivées et capables de tenir cette endurance, quoi, en fait, psychologique.
de la suite des... Ah. Alors je vous invite, messieurs, dames, excusez-moi, je vous invite à descendre, venir vers nos illustres invités. La suite de la soirée s'enchaîne bien évidemment. Pour ceux d'entre vous qui souhaitiez participer à la conférence et ensuite enchaîner avec le film 16 lever du soleil, je vous invite, si vous n'avez plus de questions, à aller rejoindre la grande salle. Pour les autres, vous pouvez rester encore 5 minutes si nos illustres invités sont d'accord. Bien sûr, pas avant de leur remercier chaleureusement pour leur